Alors, j'imagine qu'il y aura des questions dans la salle. Ah, c'est celui qui passe le micro. Madame le micro. Alors, on commence par là. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très très complet. Je voulais savoir, pour avoir un peu une idée, est-ce qu'on est dans une dynamique où il y a de moins en moins de paysans et d'agriculteurs, parce que ça a l'air d'être un modèle économique de survie très difficilement soutenable, ou est-ce qu'il y a l'inverse, typiquement, peut-être que c'est une problématique que je relève parce que je vis dans une grande ville, mais en tout cas je sais que dans mon entourage, et moi-même par exemple samedi prochain je vais dans une ferme parce qu'on est en train de se poser la question, on en a marre de vivre dans une ville, on veut aller voir comment faire comment vivre dans la sobriété avec notre propre souveraineté alimentaire. Est-ce que c'est un mouvement qui est en train est-ce qu'il est représentatif ou est-ce qu'il est très marginal? Et est-ce qu'il y a de moins en moins ou de plus en plus de personnes qui veulent vivre de la terre et des produits de la terre avec des mini-modèles, juste de survie, pas des trucs massifs. Plusieurs questions. Oui, merci aussi pour la richesse de ton intervention et tout ce que ça suscite comme réflexion. Tu évoquais tout à l'heure l'objection, mais on n'est pas en URSS, ça. Et je ne veux pas du tout faire le propagandiste de l'économie soviétique, mais ça m'a fait penser à des formules du même genre, un dessin de Volinsky dans les années 70 où une petite nana allait voir son patron et expliquer à quel point elle n'arrivait pas à s'en sortir, elle avait besoin d'une augmentation, etc. Et ce type la regardait et disait, mais oui, mais ma petite, c'est ça le communisme. Et je pense que la question se pose du système social dans lequel tout ça se passe. C'est-à-dire, tu as évoqué le logement, par exemple. Si le logement est cher, c'est parce qu'il y a la propriété foncière. C'est le régime de propriété foncière qui fait que le logement est cher. Autrement dit, toutes ces questions-là, et je pense que c'est vrai de chacune des solutions que tu proposes, elles s'inscrivent toutes en contradiction avec le système économique et social. Dans sa logique profonde. Et ma question porte sur un point qui, sur ce registre, m'a fait un petit peu tiquer, même si je crois que je comprends où tu veux en venir, quand tu parles du régime des prix rémunérateurs. Mais, puisque nous parlons d'une société future, est-ce que les revenus des uns et des autres doivent être associés exactement à leur travail? Est-ce que la régulation par les prix est une chose indépassable, y compris dans le domaine agricole? Ah non, alors, des grandes discussions sur le capitalisme. Je sais qu'on est très loin du truc. Bon, voilà. Ah non, mais c'est très intéressant. Encore une question là. On va stigmatiser l'URSS. Sur l'agriculture, je peux la stigmatiser, il n'y a pas de problème. Premièrement, une anecdote. L'été dernier, j'allais à l'université d'été d'une organisation politique et j'avais pris en voiture, en covoiturage, un jeune homme. Nous avons discuté, il était sympathique et il me dit que son père, il allait rejoindre son père qui était producteur de lait. Alors je lui dis, oh là là, pauvre malheureux, c'est la catastrophe, comment vous faites pour vivre? Il dit, non, pas du tout. Mon père, il s'est mis en bio, c'est pas terrible, mais on vit notre vie correctement. Donc je lui dis, mais il y en a beaucoup comme ça. Ceux qui, même en Bretagne, se mettent en bio, ça va à peu près pour eux. Deuxième chose, c'est un peu sur le fond maintenant. C'est l'exemple de l'agriculture et le meilleur, enfin, pour des raisons endogènes fortes, parce qu'il y a un phénomène très fort d'élasticité. C'est-à-dire que les changements de production entraînent des répercussions de prix absolument considérables. Donc c'est ce secteur-là qui est peut-être le meilleur exemple du fait que le libre marché, ça donne des catastrophes. Et effectivement, on n'est peut-être pas obligé de faire l'URSS dont on parlait Laurent Lévy tout à l'heure, mais la régulation est strictement obligatoire. Alors tu nous as donné l'exemple du comté. J'ai appris quelque chose de fantastique sur le comté. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres exemples de ça? Parce que effectivement, pour s'en sortir, il faut réguler. Je ne suis pas sûr que... Bon, il faut réguler au niveau national, au niveau européen, ça c'est sûr. Mais si, en plus, il peut y avoir des régulations
local, ce sera encore plus simple et Exactement. plus facile. Mais est-ce que ça D'accord. existe vraiment en dehors du comté? Oui. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'exemples. Une série de... Encore une question. Et après, on fait une série de réponses. Merci pour cet exposé très intéressant. Il y a juste un petit point qui n'a pas été abordé et qui pour moi est assez crucial, c'est la question de l'accaparement des terres et de comment on aide les agriculteurs à posséder leurs terres, ou pas, en tout cas si on part sur ce modèle-là, parce qu'actuellement ça devient très très compliqué. Oui, c'est clair. Alors, merci pour toutes ces réactions et questions super intéressantes. Alors d'abord sur l'évolution du nombre de paysans. Oui, il y a de moins en moins de paysans. Hein. Il y en a moins 20 000 par an, je vous disais. Dans l'industrie, c'est 50 000, je crois, depuis 20 ans. Si vous prenez depuis 20 ans, les chiffres de l'INSEE, je crois que c'est à peu près 50 000 dans l'industrie par an. En agriculture, c'est 30 000, donc c'est énorme. C'est beaucoup plus silencieux, évidemment. Il n'y a pas des grands plans sociaux, voilà, mais c'est des départs à la retraite, des exploitations qui sont concentrées, et puis des transmissions de plus en plus difficiles. En fait, l'exploitation, elle est plus transmissible, donc elle est récupérée par le voisin. Mais par exemple, pour une porcherie aujourd'hui, il faut mettre sur la table quasiment 1 million d'euros en moyenne. Hein. Et pour une exploitation laitière classique, plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. Alors, en même temps, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on observe aussi dans les installations de plus en plus de projets dits alternatifs, hein, avec des très petits investissements, 20-30 000 euros sur un petit troupeau de chèvres par exemple, avec transformation à la ferme, voilà, 1, 2, 3 hectares de maraîchage bio, c'est déjà pas mal d'ailleurs, hein, mais il y a de plus en plus, dans les installations, la part de projets vraiment alternatifs de ce type-là, manifestement il y en a de plus en plus, quoi. Ça n'empêche pas l'érosion. Et en fait, moi je pense qu'il y a un gros risque aujourd'hui, puisqu'on parle de l'idéal, mais il y a aussi, à mon avis, ce qui se trame aujourd'hui, si on laisse faire comme ça, c'est une dualisation à la fois de l'agriculture et de l'alimentation. Il y aurait peut-être, on l'a dit dans les 10-20%, si on poursuit un petit peu de la production qui serait bio, circuit court, économe, autonome, tout un toit, pour une petite classe de consommateurs qui a la chance d'y accéder, et une petite partie du territoire qui a la chance d'avoir encore, par exemple le comté, plein de petites exploitations moyennes avec des petites fruitières, ça c'est l'idéal, mais voilà, mais qui fait vraiment vivre des territoires ruraux, voilà. Et à côté de ça, voilà, des territoires du type le bassin parisien. Enfin, moi je suis née en Picardie, au milieu des betteraves, hein, donc je vois bien, bon voilà, mais avec des territoires de très grandes, en plus avec de moins en moins de haies, de mares, de fossés, de petits bois, etc. Hein, parce que c'est ça aussi le remembrement. Hein. Donc c'est ça le risque, c'est la dualisation. Et en fait qu'on se contente d'avoir 10-20% de cette agriculture paysanne, verte, tout ça, voilà. Et donc, moi, c'est vraiment une interrogation, c'est comment on fait en sorte que cette agriculture, cette alimentation, elle soit accessible à tous et à toutes les couches sociales. Et qu'on dise pas, et qu'on n'arrive pas à ce constat que le bio, c'est pour les bobos, entre guillemets. Voilà. Hein. Voilà, et oui, mais... voilà. Mais je continue à penser, honnêtement, et parce que je vois aussi la manière dont on produit aujourd'hui, que le bio, j'espère, moi, que tout le monde puisse y accéder, honnêtement. Et que notamment les enfants, l'ensemble des enfants, par exemple, en France, puissent y accéder. Parce que je pense qu'il y a manger aujourd'hui sans pesticides, sans produits phytosanitaires dans les aliments, sans perturbateurs endocriniens, etc., c'est un vrai enjeu de santé publique, quoi. Et c'est un vrai enjeu pour les travailleurs agricoles. Parce que sans doute, une des premières victimes, c'est les travailleurs agricoles. Et notamment les travailleurs, sans doute parmi les plus exposés, c'est aussi les travailleurs saisonniers, qui ont des droits, parfois très limités, et qui sont extrêmement exposés à ça. Alors deuxièmement, une question qui nous amène très loin, mais qui est passionnante, la question capitalisme et exploitation agricole. Finalement, l'exploitation familiale, c'est une exploitation non capitaliste. Et c'est vraiment l'unité de production, et c'est exceptionnel dans le monde économique aujourd'hui. On a un secteur économique où l'essentiel, la quasi-totalité des unités de production aujourd'hui, elles sont non capitalistes. Il n'y a pas d'exploitation du travail par un patron et celui qui travaille, il a les moyens de production. Alors si, il y a des exploitations de plus en plus patronales,
Mais l'agriculteur travaille encore sur son exploitation. Mais pour la plupart, ce n'est pas des investisseurs financiers qui détiennent des moyens de production avec des travailleurs salariés. Alors on en a, par exemple AXA Millésime qui a tel vignoble, qui a un chef de culture, et puis tout ce qui va derrière, hein, tous les salariés qui vont derrière. Et il y a par ailleurs, il y a un développement de l'exploitation capitaliste et de l'exploitation patronale, qui est sans doute une étape intermédiaire. Mais pour l'instant, l'essentiel des unités de production, elles sont en soi hors du capitalisme. Le problème, c'est qu'elles sont complètement insérées dans le système capitaliste parce qu'elles sont de plus en plus dépendantes à la fois de l'aval et de l'amont et de l'aval, de l'agrofourniture, tout ce qui fournit les intrants compagnie, les semences, etc., et de l'aval, les industries agroalimentaires. Et vraiment, je trouve que cette question de l'autonomie des exploitations, elle est centrale. Si on veut justement préserver une agriculture du système capitaliste, c'est cette question de l'autonomie des exploitations. Et bon, moi j'ai tendance mais là c'est dans une vision très marxiste, je pense qu'une société marchande n'est pas forcément une société capitaliste. Et que, voilà, mais après c'est un long débat, mais que le capitalisme au sens de Marx, d'exploitation du travail par des grands détenteurs de capitaux, aujourd'hui on n'en est pas là dans l'essentiel de la production agricole. La cellule familiale patriarcale, pourquoi on parle de prolétaire du prolétaire ? Et la petite, mais c'est un vrai débat, puisque notamment en URSS, Staline était pour... Mais même Marx, il disait quoi de l'exploitation paysanne ? Il disait qu'il fallait que tous les paysans se retrouvent dans une exploitation capitaliste et qu'ils allaient gonfler ensuite les masses d'ouvriers pour pouvoir se révolter contre le pouvoir capitaliste et renverser le capitalisme. Il y a toujours, et c'est le grand débat, voilà. Mais c'est surtout la régulation monétaire. C'est le grand débat entre Kautsky, Tchaïanov, etc. Mais évidemment, tu vois, ça demande. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument préserver la petite propriété privée paysanne dans laquelle le travailleur détient ses moyens de production. Et le plus possible préserver son autonomie par rapport aux industries et aux entreprises capitalistes qui l'entourent. Voilà, enfin, si on veut parler d'alternative au capitalisme. Quoi. Encore une fois, ce n'est pas la question de l'exploitation agricole qui vous intéressait, mais de la régulation par la monnaie, sur les coûts revenus. Qui pose la question que tu disais tout à l'heure de l'insertion justement de ces structures sans doute non capitalistes dans une économie. Mais le débat il est patient, c'est pareil, la question des coopératives. Je veux dire, nous, dans le secteur agricole, on est bien placés pour voir des coopératives aujourd'hui se comporter et même faire la pluie et le beau temps sur les marchés internationaux. Fonterra, dans le lait, c'est 1/4 des exportations mondiales de produits laitiers. C'est une coopérative néo-zélandaise qui a le monopole de collecte quasiment du lait néo-zélandais. Tout le lait néo-zélandais quasiment est collecté par une coopérative qui exporte le quart du lait dans le monde. Enfin, des produits laitiers, c'est un truc... et qui a une énorme influence sur les cours mondiaux. Et ben, d'analyser, d'étudier le comportement de cette coopérative, c'est passionnant parce qu'en même temps, certains vont dire mais c'est comme ça que la Nouvelle-Zélande, les producteurs néo-zélandais ont gardé la main sur même les marchés internationaux. Puis d'autres vont dire, mais en fait, ça contribue, via une coopérative, finalement, à renforcer encore la mise en concurrence et le capitalisme financier. Quoi. Mais c'est un grand débat. Et pour le coup, la question des coopératives, pour nous, elle est centrale. Hein. Parce qu'il ne suffit pas de dire, pour reprendre la main, il suffit de développer les coopératives agricoles qui sont déjà importantes en France. Quoi. C'est pas aussi simple que ça. Voilà, et pour finir sur les questions... Alors, l'accaparement des terres, évidemment. Comme je brossais mon monde idéal... et en fait, moi, j'avoue que je suis pas assez experte là. Enfin, je connais pas assez bien pour vous dire, voilà, comment il faudrait faire pour combattre l'accaparement des terres à l'échelle internationale. Mais quand même, c'est un argument pour avoir une vraie coopération internationale. Parce que, par exemple, une OMC refondée, ou une organisation mondiale refondée des échanges internationaux, s'occuperait justement de règles fortes sur les investissements étrangers, et notamment des grandes multinationales du Nord, des grands négociants, enfin des grands investisseurs, notamment sur l'accaparement des terres.
Alors évidemment, après, il y a la question aussi de la responsabilité des gouvernements. Mais jusqu'où on accepte, justement... il y a un moment, est-ce qu'on se dit, bon, bah, c'est la faute des gouvernements du Sud qui bradent leurs terres, voilà, l'Éthiopie ou d'autres, qui bradent leurs terres à l'Arabie Saoudite ou à d'autres, au détriment de leurs paysans. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas une responsabilité de nos pays sur leurs multinationales ressortissantes, quoi, et leurs investisseurs privés. Bon, voilà, mais du coup, ça fait partie de la question de la régulation internationale, et ça, je suis bien d'accord, la question de l'accaparement des terres, elle est centrale, en particulier au Sud. Et pour finir, oui, les exploitations qui vivent le mieux depuis quelques années, de mon point de vue, je le vois dans le secteur laitier, ce sont les exploitations en bio, les exploitations en comté. Dans certaines appellations, toutes les appellations ne marchent pas, hein. Je peux vous dire que dans le Cantal, c'est pas le comté. Mais certaines appellations, le bio, etc., ils vendent à 50 centimes du litre de lait en ce moment, quand les autres vendent à 30 centimes, hein, quand même. Ou les systèmes économes autonomes, qui du coup sont plus résilientes quand il y a des baisses des prix. Parce qu'elles sont moins sensibles à la baisse des prix, parce qu'elles ont des consos intermédiaires plus faibles, quoi. Voilà. Donc c'est celles-là qui s'en sortent bien. Et je peux vous dire que j'ai vu des producteurs de comté de bio qui s'en sortent super bien actuellement et qui ne voient pas la crise. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'il y a certains syndicats ou groupes paysans qui disent « mais nous, c'est compliqué de nous mobiliser autant que... » Enfin, du moins, on vit moins la crise parce que nos producteurs, globalement, vivent moins la crise, en fait. Et c'est vrai que pour le coup, ça montre que ces systèmes-là, en période de baisse des prix de production, elles sont beaucoup plus résilientes, quoi. Et ça, c'est d'où l'intérêt de lier la question de la valeur ajoutée et de l'économique avec le social et l'environnemental. Voilà, et sur les régulations locales, tout à fait d'accord. Ça veut dire que, évidemment, j'ai beaucoup parlé d'Europe, de national et d'international, mais il y a toutes les questions de politique locale, et au niveau des communes, il y a plein de choses à faire. Quand je vous ai parlé des cantines scolaires, il y a quand même des cantines qui ont des politiques très ambitieuses. Alors, la plus connue, il y a... Comment elle s'appelle ? Mouans-Sartoux, évidemment, ou Lons-le-Saunier, ou d'autres qui ont, là pour le coup, qui ont une très grande partie, par exemple, de leur fourniture, qui ont remunicipalisé, qui passent par des petites cuisines, du bio quasi entièrement, produits régionaux, tout ça. Donc c'est faisable. Il faut travailler sur le cahier des charges. Maintenant, moi, je vois, je prends le cas de ma commune, Montreuil, c'est compliqué, hein, comme discussion, comme débat, c'est très compliqué, parce que quand une mairie répond oui, mais on a une dette monumentale, on a d'autres priorités, certes ça peut coûter moins cher, mais il va y avoir un investissement de départ, etc. Ça veut dire sans doute aussi qu'il faut... Voilà, mais ce que je vous disais, c'est que tout ça remet en cause l'ensemble des politiques publiques. Ça veut dire qu'il faut combattre les inégalités entre communes, qu'une commune défavorisée, pour ce type d'alternative, n'est pas dans la même position qu'une commune beaucoup plus favorisée. Pourquoi le 5e arrondissement de Paris est beaucoup plus capable d'une politique ambitieuse là-dessus que le 20e, par exemple. Voilà, je veux dire, c'est pas pour rien que... je pense qu'il y a aussi la question des moyens de la collectivité locale, même si aussi il y a une question de volontarisme politique, hein, de volonté politique, je suis d'accord, mais il y a aussi la question de la redistribution des moyens entre communes qui ont de plus en plus une taxation locale et donc des inégalités et des ségrégations. Et encore, à Montreuil, on est loin d'être les plus défavorisés dans le 93. Mais du coup, dans une commune comme ça, et a fortiori dans d'autres communes du 93, c'est pas les mêmes débats que dans le 5e arrondissement de Paris, quoi. Voilà, donc oui au local, à condition d'avoir une vraie politique d'équité à l'échelle nationale, entre les communes et entre les populations, quoi. Et pareil, le comté, c'est super, hein, mais c'est un territoire qui historiquement a une culture aussi, hein, qui est en faveur de ça. Enfin, c'est pas tous les territoires qui ont la chance d'avoir ce lien culturel, ce lien social, etc. Il s'est passé plein d'alternatives dans le Jura. C'est pas pour rien, il y a sans doute une culture... Voilà, mais tous les territoires n'ont pas cette chance-là, quoi. Donc, comment on fait en sorte au niveau d'un État, c'est toute la question de la décentralisation, mais moi je suis assez critique. Enfin, la décentralisation, c'est super quand on permet l'équité entre les collectivités locales, quoi. Voilà. C'est pas vraiment une question, mais je pense que chacun peut jouer un rôle en tant que citoyen en plaçant son argent
Il y a des banques en Bretagne, je sais, en tout cas, qui proposent des petits placements, Jeunes Agri par exemple, pour aider des agriculteurs à s'installer. Donc si on peut faire le choix, si on a un petit peu d'argent, voilà, c'est des petits placements, si on est plusieurs, on peut aider effectivement une famille à s'installer. Si ça se généralise, ça serait bien. Je pense que ça c'est pas très très connu. Une dernière question. Non, du coup, je me suis rappelée à mon identité féministe quand tu as parlé de famille, évidemment, parce que ça a eu un effet pavlovien. Oui, en plus, tu as parlé de capitalisme, je me suis dit, bon, si on dit que dans une cellule familiale, la femme joue la prolétaire du prolétaire, c'est qu'il y a bien une question d'exploitation. Je voulais savoir si tu avais des données sur justement l'exploitation des femmes, si elles touchent leur propre salaire, si du coup ça leur permet une autonomie financière, si elles veulent se barrer, et s'il y a plutôt encore des modèles majoritaires de, je sais pas, conjointes collaboratrices qui touchent pas ses propres salaires. Je sais pas si tu as des données sur ça. Alors, moi, je m'y connais. Alors, sur cette question de la situation des femmes, d'abord, ça dépend de quel pays on parle. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de travaux, mais aussi énormément de revendications, par exemple dans la Via Campesina, sur la condition des femmes au sud, en particulier, évidemment, puisque vous savez que dans l'agriculture, les femmes paysannes souvent ont des conditions beaucoup plus dures que les hommes dans les travaux agricoles, et globalement doivent à la fois s'occuper bien souvent d'une grande partie des travaux agricoles et les plus durs, mais aussi des travaux familiaux, etc. Donc ça, c'est clair que dans la Via Campesina, c'est une question extrêmement portée. Par contre, sur le statut des femmes et la question des femmes, je sais que c'est une question importante, mais je ne suis pas capable, moi, de le développer plus que ça. Et après, on pourrait aussi parler de la question des... Alors après, on pourrait aller dans le versant alimentaire et de la consommation alimentaire et de la place des femmes et des hommes dans les tâches domestiques, y compris la préparation des repas. Et là, ça appelle évidemment à tout un pan, mais sur lequel tu es beaucoup plus informé et tu en diras beaucoup plus que moi sur la façon, effectivement, dont on réinscrit complètement les hommes dans les tâches domestiques autant que les femmes, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, en moyenne et dans beaucoup de situations. Mais je crois que là aussi, ça plaide pour un congé paternité qui soit aussi important que le congé maternité, pour plein de choses qui font qu'en fait les hommes puissent, mais qui dépassent largement là aussi la question agricole, qui font que les hommes soient aussi présents que les femmes dans les tâches domestiques et notamment dans la cuisine. Voilà. Mais bon, pour dire que quand je parle de famille, pour moi, il est clair que, par exemple, réapprendre à cuisiner davantage chez soi. Et encore, nous, on est dans une situation en France où on cuisine, il y a des études qui le montrent. Bon, après, moi, j'ai pu l'observer dans mes voyages, etc. Mais on est dans des situations où on cuisine encore beaucoup à la maison. Mais il y a des pays où on cuisine beaucoup, beaucoup moins que chez nous, quoi. Moi, je pense... Voilà, après, c'est plutôt... Là, je parle pas comme chercheuse, mais je l'ai vécu, au Royaume-Uni, en Angleterre ou dans d'autres pays où... notamment chez les jeunes, on cuisine quasiment... Enfin, moi, j'ai rencontré plein de jeunes qui cuisinent quasiment plus, quoi. Il n'y a même plus une casserole à la maison. Il n'y a plus de poêle, il n'y a plus de casserole, il y a un micro-ondes, quoi. Voilà. Casserole en France. Mais donc voilà, ça peut... Enfin, moi, je suis assez attachée à cette question-là et la façon dont... et puis l'égalité des hommes et femmes là-dedans. Et pour finir sur les pratiques, je suis tout à fait d'accord qu'il y a plein d'alternatives. Alors, en tant que consommateur, ça c'est les pratiques individuelles, aller chercher du bio, aller à sa biocoop, parce qu'évidemment après, mais ça je ne vais pas vous l'apprendre, mais consommer du bio à Leclerc, c'est pas la même chose que consommer du bio dans une biocoop, n'est-ce pas ? Donc il y a plein de pratiques individuelles possibles, les magasins de producteurs locaux, etc. J'en profite pour vous dire qu'à Montreuil, on est quand aujourd'hui ? Jeudi. On est jeudi, donc samedi, il y a un grand marché paysan à Montreuil. Voilà. Et oui. C'est ça. Et puis, il y a plein de pratiques collectives qui sont super intéressantes. Enfin, les AMAP, Terre de Liens, les équivalents Terre de Liens, il y en a plein. Il y a un tas de pratiques collectives très intéressantes. Et aussi, je trouve, après c'est un point de vue personnel, mais je trouve que ces pratiques-là,
de plus en plus, il y a une politisation au sens noble du terme, c'est-à-dire que c'est aussi des réseaux qui sont capables de plus en plus de porter des idées, y compris en termes de levier politique, de ce qu'il faudrait faire pour changer les choses, pas seulement au niveau de son propre, de nous consommateurs, mais comment on fait en sorte de généraliser ces pratiques, au-delà de notre petit cercle de consommateurs qui se retrouvent autour d'une AMAP, quoi. Enfin, consommateurs-acteurs pour le coup, mais comment on fait pour aller au-delà de notre petit cercle d'amapiens. Enfin, j'en ai fait partie à un moment donné. Et là, je trouve que c'est vraiment chouette, quoi. Il y a une évolution super autour de ça, et peut-être des gens qui seraient pas venus enfin, pour moi, c'est une voie aussi de politisation de la part de gens, peut-être qui seraient pas, qui n'auraient pas développé toutes ces idées-là s'ils n'étaient pas entrés par la question de l'alimentation, quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire aussi, enfin bon, moi après évidemment je bosse dedans, mais je trouve que c'est passionnant parce que justement il y a toutes ces alternatives-là qui se développent. Je vous assure, quand on bosse dans ce domaine-là, on s'éclate, quoi, parce que y a à la fois des ONG environnementales, solidarité internationale, un tas d'alternatives paysannes, de consommateurs, etc. Et que voilà, ça fourmille d'idées, et puis aussi que ça avance, hein, parce que il y a quand même une pression qui se fait par ce biais-là, ces alternatives locales, de réseaux, etc., à la fois côté paysans et non paysans. Et voilà, donc c'est pour ça, je finirai là-dessus, je pense qu'il y a des vrais leviers aujourd'hui de changement tout de même, et qu'il ne faut pas qu'on soit complètement déprimé, quoi. Voilà. Merci beaucoup Aurélie pour cette intervention. Donc merci à vous d'être venus. On fait des débats comme ça tous les mois. On en refera un en avril sur la question de l'éducation. Donc on n'a pas encore de date ni vraiment d'intervenant, mais on vous tiendra au courant. Laissez-nous vos coordonnées. Pour vous dire aussi qu'on organise une deuxième série de rencontres qu'on appelle les Fabriques des Lilas, où on réfléchit à l'organisation politique idéale. Et on en a fait plusieurs déjà. Et la prochaine aura lieu mardi 28 mars sur comment rendre effective la participation de ceux qu'on entend représenter. Voilà, donc on vous invite. Merci à tous.